Nous allons maintenant, dans ce tableau sur l'Europe napoléonienne en 1808 et 1809, aborder un sujet qui est assez rarement abordé en France, il faut bien le dire. C'est la relation ou même la rivalité entre la Grande-Bretagne et la France sous l'Empire, un petit peu avant, un petit peu après d'ailleurs, et nous laisserons sur ce sujet nos deux interlocuteurs, Thierry Lens et Emmanuel de Vareskel, deviser ensemble sur cette éventuelle rivalité qui est essentiellement économique peut-être. Elle est économique, elle tient aussi aux colonies. Je reviens à mon personnage favori qui est Talleyrand. Talleyrand publie en 1800 un ouvrage qu'il ne signe pas, qui est probablement le produit d'un travail commun avec l'un de ses collaborateurs au ministère des Affaires étrangères qui s'appelle Leblanc d'Autrive et qui s'appelle De l'état de la France en l'an 8. Et Talleyrand, dans toute une première partie qui représente quasiment la moitié du livre, essaye d'expliquer et de comprendre ce qui a fait les déséquilibres européens au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors nous avons parlé de la Russie, il parle d'un certain nombre de déséquilibres continentaux, mais il considère comme le principal déséquilibre européen la domination progressive de l'Angleterre sur les mers, qu'il situe au moment du vote par le Parlement anglais de l'acte de navigation en 1652, qui donne une sorte de droit de contrôle des Anglais, où ils se le donnent à eux-mêmes, si j'ose dire, sur les navires neutres des différentes puissances continentales européennes, et qui va permettre très rapidement à l'Angleterre de prendre de l'avance en ce qui concerne le commerce maritime. Et l'Angleterre, en effet, entre en guerre avec la République française à partir des derniers mois de 1792, début 1793, pour des raisons d'opportunité qui tiennent au fait que les Anglais pensent pouvoir liquider en partie la puissance coloniale française, c'est-à-dire les fameuses îles, le commerce des îles, des Antilles, à la faveur de l'insurrection noire dans les Antilles. N'oublions pas que les négociations qui sont menées avant l'entrée en guerre de l'Angleterre contre la République française, et en particulier menées par Talleyrand à Londres au cours de l'année 1792, tournent autour de la cession de certaines îles, de certaines perles des Antilles. On propose ou on marchande la neutralité anglaise contre la cession de petites îles, pas encore trop importantes, comme Sainte-Lucie ou Tobago, par exemple, qui entrent en jeu dans cette négociation. Et je dirais que l'intérêt principal de l'Angleterre et leur obsession, leur idée fixe, c'est encore une fois, à la faveur des événements, de l'affaiblissement commercial de la France à cause des guerres continentales révolutionnaires, de mettre la main sur les colonies françaises. Et cette rivalité, j'essaye de vous l'expliquer un peu à travers l'action de Talleyrand, mais évidemment, ce n'est évidemment pas suffisant, va se poursuivre après l'Empire. Cette rivalité, on la retrouve au cours du consulat de l'Empire autour d'une affaire comme celle de Malte, qui domine l'île de Malte, qui est l'un des points stratégiques en Méditerranée, et on la retrouve de façon plus large autour de la question de savoir qui domine la Méditerranée. Est-ce que la Méditerranée sera une mer française ou une mer anglaise? C'est à l'évidence évidemment une mer anglaise au moins jusqu'en 1830, et lorsque le régime de la Restauration des Bourbons organise et projette l'expédition d'Alger avec Bourmont, sous un prétexte, le prétexte fallacieux de la gifle consulaire qui évidemment n'explique rien, c'est aux grandes dames des Anglais, ce qui explique que le gouvernement anglais n'aidera pas au moment des ordonnances et de la Révolution de 1830, n'aidera pas les Bourbons à se maintenir du fait même de cette conquête d'Alger qui remet en question, qui remet en cause la domination anglaise en Méditerranée. Que dit Talleyrand lorsqu'il arrive à Londres comme ambassadeur du nouveau roi Louis-Philippe Ier des Français? Il dit ceci dans une lettre à Madame Adélaïde, qui est la sœur de Louis-Philippe. Il dit: en ce qui concerne Alger, je fais comme d'habitude avec les sujets qui fâchent, je n'en parle pas. Oui, je crois que ça exprime assez bien ce qu'on a dit dans une autre séquence, c'est-à-dire que le grand problème de ce moment-là, c'est en quelque sorte, pour utiliser des termes contemporains, la guerre entre les deux superpuissances du temps, qui n'ont pas toujours été la France et l'Angleterre, mais qui sont à ce moment-là, 18e et début du 19e siècle, la France et l'Angleterre. Et Emmanuel soulevait une question que généralement on ne soulevait pas en histoire napoléonienne, c'est toute cette affaire des colonies, en quelque sorte. Parce que pendant que Napoléon fait la guerre en Europe, il se passe beaucoup de choses, à la fois aux Antilles,
Cambodgie, mais aussi aux Mascareignes, et puis y compris sur les comptoirs des Indes, qu'on ignore généralement, mais qui aboutissent en 1810 au fait qu'il n'y a plus une seule colonie française nulle part dans le monde. C'est-à-dire que les Anglais, laissant les Européens au fond s'entretuer avec leur argent pour des problèmes de prestige, de territoire et de tradition, ont pendant ce temps-là pris des positions économiques extrêmement importantes partout, c'est-à-dire qu'ils ont fait chuter la domination française, mais aussi la domination hollandaise, la domination danoise sur un certain nombre d'îles qui font que l'économie anglaise va pouvoir se nourrir de matières premières sans aucune difficulté pendant longtemps. C'est la période où ils s'installent, par exemple, dans leur base malaise, à l'île de Penang, à Malacca, où ils écrasent littéralement les Hollandais. C'est la période également où ils naviguent le long des côtes australiennes et s'approprient, déclarent du jour au lendemain qu'ils ont découvert l'Australie, alors que c'est pas vrai du tout. Donc il y a là des prises de position qui échappent généralement à l'observateur de cette époque, parce qu'on n'en parle pas en fait. Et la prise de conscience des Anglais de la fragilité des colonies espagnoles et portugaises en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud va devenir, dans les dernières années de l'Empire, un enjeu majeur du développement économique et commercial de l'Angleterre, et aussi un objet de rivalité. Exactement, et les principaux intermédiaires commerciaux, par exemple d'un pays comme le Brésil, seront britanniques. Et ça se voit à travers les noms patronymiques et les prénoms de beaucoup de Brésiliens qui, sortis de l'esclavage, ont gardé le patronyme que leur patron britannique leur avait donné. C'est pour ça que vous avez des Emerson, des Nelson, des Samuelson au Brésil, parce qu'en fait, ça a été donné par l'exploitant économique de la plantation ou de la mine diamantaire. Oui, si vous voulez, alors, puisque c'est peut-être le moment de faire preuve d'un peu d'anglophobie, on présente toujours, les historiens anglo-saxons présentent toujours cette période-là comme, pour simplifier, une sorte de lutte entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre un vilain empereur français, prédécesseur d'Hitler, comme ils le disent parfois, et puis de l'autre côté, un pays déjà précocement parlementaire, imbu de ses principes de liberté, etc. Tout ça, évidemment, est une grosse plaisanterie, parce que l'implacabilité du gouvernement britannique est tout à fait comparable et peut-être même, je dirais, plus terrible que celle du gouvernement français de cette époque. La politique intérieure britannique de ce moment-là est une politique extrêmement dure. On exécute des ouvriers parce qu'ils se sont révoltés. On embauche de force dans la marine et dans les armées. Les impôts en Angleterre sont 2-3 fois plus pesants qu'en France. Mais les Anglais ont ceci d'extraordinaire, c'est qu'ils arrivent toujours à faire croire que leurs buts sont purs. Je voudrais donner, je ne veux pas m'adonner au plaisir de l'anglophobie, puisqu'il n'y a aucune raison, mais simplement essayer d'expliquer les choses de façon aussi neutre que possible. Mais donnons un seul exemple du point de vue en effet, de cette représentation des libertés qui se seraient réfugiées dans la seule Angleterre. Regardons les gouvernements français et anglais en 1814. En Angleterre, il n'est pas question un instant que les catholiques aient accès à la politique et des droits politiques, pour commencer, et encore moins qu'ils aient accès au gouvernement. Il n'y a évidemment pas un ministre catholique au gouvernement en 1814. L'émancipation des catholiques interviendra 20 ans plus tard. Si vous regardez le premier gouvernement du régime de la Restauration de Louis XVIII en 1814, vous vous apercevez que vous avez, sur un fond de constitution qu'on appelait la Charte de juin 1814, sur un fond de liberté de conscience, que vous avez un certain nombre de ministres protestants. Jaucourt, par exemple, ministre de la Marine, puis ministre des Affaires étrangères par intérim en 1814 est protestant. Guizot, François Guizot, protestant, qui est secrétaire général du ministère de l'Intérieur sous les ordres de l'abbé de Montesquieu, abbé et catholique pour sa part, ce qui montre bien, sur ce simple petit exemple, que les libertés ne sont pas toujours là où on les pense, où on les croit. Est-ce que l'on peut dire qu'à partir de 1809, grosso modo, Napoléon Bonaparte n'est pas acculé, notamment sous la pression britannique, à toujours batailler et toujours avancer? Évidemment, et il l'a été même un peu avant. Alors Napoléon a commis une grave erreur en 1806, c'est qu'il a sciemment fait capoter des négociations de paix avec l'Angleterre. Pendant l'été 1806,
On avait rédigé le traité, on n'était pas très loin de le signer. D'ailleurs, les traités ont été publiés de part et d'autre de la Manche pour montrer, regardez, les uns disaient, regardez jusqu'où ils sont allés en concession, et les autres disant, regardez comme ils avaient peur. Mais on sait que les traités ont été préparés. Et Napoléon a voulu jouer double jeu, en quelque sorte. Il attendait un accord avec la Russie. Donc il s'est dit, allez, je fais attendre les Anglais. Si les Russes sont d'accord, j'aurai plus besoin des Anglais. En réalité, plus personne n'a été d'accord, les Russes ne l'ont pas été, les Anglais non plus. Donc à partir de ce moment-là, c'était une lutte à mort, c'est-à-dire qu'un des deux adversaires devait rester au tapis. Et Napoléon a voulu y mettre ses moyens, et notamment ce moyen du blocus continental. Rappelons quand même que le blocus n'est pas fait pour affamer les Anglais, il en faut plus pour affamer un Anglais, mais il était fait pour dérégler leur économie. Donc ce blocus consistait tout simplement à dominer tous les ports européens, ou à être allié avec les propriétaires de ces ports. Et après 1809, l'entrée des marchandises anglaises en Europe se fait par la Russie. Mais quand on dit les marchandises anglaises, on voit, ce n'est pas des petits contrebandiers avec un vélo et deux sacoches. Il est question de convois qui font plusieurs centaines de navires et que le tsar laisse entrer dans les ports russes. Et c'est là aussi, une fois de plus, ce qui va entraîner Napoléon, avec des détails qu'il faudrait développer, mais que nous développerons en 2012, qui vont entraîner Napoléon à entreprendre cette campagne de Russie, qu'il appelle la dernière guerre, la guerre contre les barbares du Nord, qu'il veut être la guerre d'une grande coalition européenne, puisque c'est vrai, toutes les puissances continentales font partie de la Grande Armée, mais avec des convictions assez inégales, pour se lancer dans cette dernière guerre. Et en fait, comme on a eu l'occasion de le dire, ce système napoléonien, disons-le, ne pouvait pas fonctionner à partir du moment où sa seule raison d'être était le mouvement. Oui, et puis il faut dire aussi que cette tentative via le blocus continental, comme le dit Thierry Lenz, de dérèglement de l'économie anglaise, va se retourner contre l'économie continentale elle-même et l'économie française. C'est-à-dire qu'au fond, en matière de blocus continental, on a surtout eu un dérèglement de l'économie française. Donc, Emmanuel de à tel point que Napoléon était quasiment obligé d'autoriser des entorses à ce blocus et, de concéder de la contrebande quasiment officiellement. Donc, le bilan de l'Empire, est-ce qu'il n'est pas un bilan involontaire ? Le bilan de l'Empire en Europe, probablement, il n'en demeure pas moins que si on fait le bilan sans tenir compte de la légende napoléonienne, essayons de vivre de temps en temps sans elle, le bilan intérieur est au fond peu contestable. C'est la création d'un État moderne, avec des méthodes modernes, une administration moderne. Je dirais que, à son corps défendant, Napoléon permet les premières marches vers le régime parlementaire. Bon, évidemment, c'est en permettant la première restauration, mais quand même, il les enregistre et les prend à son compte au moment de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Ce qu'on a appelé en l'an 8 la grande loi d'organisation administrative, la loi de Pluviose, on a toujours dit c'est la constitution administrative de la France. Ce qui est vrai. Et c'est vrai, puisqu'il y a cette partie-là. Il y a l'autre partie juridique, qui est évidemment tous ces codes. Rappelons toujours que sur les 4300 articles du Code civil, la moitié, aujourd'hui, ont été rédigés entre 1800 et 1804. C'est-à-dire que ça a véritablement fondé une réalité juridique du pays qui est encore très prégnante aujourd'hui. Alors, en revanche, à l'extérieur, évidemment, le bilan est mince. Sauf à considérer l'image de Napoléon, la légende, etc. Le bilan est mince. La France a été rendue à ses rois plus petite qu'elle ne l'avait été. Mais au fond, la conclusion de tout ça, et on n'a malheureusement pas le temps de le développer, c'est que Napoléon devient véritablement un personnage européen. Il avait voulu en son temps être le successeur de Charlemagne. Il va être le successeur de Charlemagne comme personnage européen. Et vous verrez que dans plusieurs siècles, et nous nous donnons rendez-vous à ce moment-là, de même qu'aujourd'hui on discute pour savoir si si Charlemagne est né en France, en Allemagne, en Belgique ou en Hollande, on discutera sur le lieu de naissance de Napoléon. Tout ça est en route puisque certains prétendent aujourd'hui que Napoléon est né en Bretagne. Donc pourquoi pas demain au Luxembourg ou en Sarre. Donc aujourd'hui, Bonaparte est un vrai personnage européen. Il l'est d'autant plus à travers la légende et le prisme de la légende. Et c'est là où ça devient fascinant et c'est là où le paradoxe donne toute sa mesure. C'est que cet homme de la conquête, de la domination, qu'il a tout de même été, est devenu dès 1814 et 1815 l'homme des libertés et des mouvements nationaux, des mouvements de réunification, que ce soit en Italie du Nord, à travers d'ailleurs des officiers
en demi-solde forcé, issus de l'ancienne armée, l'ancienne grande armée napoléonienne, et revenus à leur foyer, qui en Italie du Nord, qui en Allemagne, et qui vont être les vecteurs de ces mouvements révolutionnaires de réunification nationale de ces différents pays, au nom de Napoléon, devenu le père de toutes les libertés. C'est là où le paradoxe est formidable. C'est là où l'aspect de la légende dont on ne voulait pas parler, dont on ne parlera pas aujourd'hui, est tout à fait fascinant.